Bonjour à tous. Le projet de loi français sur la cybersécurité qui doit adopter des textes importants qui vont transposer des directives européennes commence à être à l'étude au Sénat. On va en parler. On va parler aussi du Cyber Resilience Act et de tous ces défis qui restent à relever. Et puis la guerre en Ukraine qui a dépassé ces 1000 jours de conflit. Comment ça se passe du côté du front cyber. Le Black Friday sera également à la une aujourd'hui. On verra quels sont les types d'attaques et puis surtout quels sont les conseils de nos experts. C'est le grand rendez-vous cyber, vous l'avez compris, aujourd'hui dans Smart Tech. Dans cette édition également, on aura rendez-vous avec le biomimétisme pour aller voir du côté de la nature comment on peut trouver de nouvelles inspirations pour l'innovation. On va parler en l'occurrence de serpents et de frottements. Mais d'abord, innovation également en ouverture de cette édition. Les deepfakes maintenant vont faire face à un détecteur de faux vocaux. C'est tout de suite l'interview. Bonjour Nathalie Mirochaud. Bonjour. Vous êtes cofondatrice PDG d'IRCAM Amplify. Je vous ai reçu il y a déjà quelques temps, mais je vais quand même rappeler IRCAM Amplify, filiale commerciale de l'IRCAM en fait, qui commercialise donc les innovations de notre grand laboratoire audio français. Vous avez tout récemment lancé l'AI Speech Detector, donc un outil de détection de faux contenus vocaux. Alors comment ça fonctionne? Qui peut l'utiliser? Comment ça marche? Ça fonctionne sur un principe simple qui est le scan de fichiers audio vocaux, le scan automatique sur des durées très courtes, qui permet d'aller chercher des indices dans le son, dans la voix, qui nous permettent de donner un taux de confiance sur le fait que cette voix a été fabriquée ou non avec un moteur d'intelligence artificielle. Donc moi par exemple je peux l'utiliser, je peux charger un enregistrement d'un message que j'ai reçu sur mon téléphone par exemple et vérifier s'il s'agit d'un faux ou d'un vrai. Alors IRCAM Amplify, on est une société qui délivre de la technologie audio facilement pour les entreprises et les industries. Donc on s'adresse plutôt aux entreprises et on a mis ces technologies qui viennent notamment du laboratoire IRCAM sur une plateforme d'API. Donc ce sont des objets technologiques qui sont simples à implémenter dans un système d'information, mais qui ne sont pas tout à fait accessibles au grand public. Pour autant, on a une interface qui permet de tester des choses avec les API en ligne, mais ce n'est pas du grand public pour le moment. D'accord. Et alors justement, qui va être particulièrement concerné selon vous? Vous avez pensé, j'imagine, au client final. Qui pourrait être susceptible d'acheter ce type de solution? Pourquoi? Que représenterait ce marché finalement? C'est effectivement notre savoir-faire. Ce qu'on a créé chez IRCAM Amplify, c'est la capacité à créer le maillon entre un marché, donc un problème de marché à un instant T, et de la R&D. C'est pas si simple. Dit comme ça paraît facile, mais c'est un enjeu important et complexe. Et donc le problème, effectivement, c'est les volumes qui augmentent de création de voix fabriquées sur les moteurs qui maintenant sont accessibles pour le coup au grand public très facilement. Et donc on a créé cet outil-là plutôt à destination des médias, des rédactions, des newsrooms, des agences de vérification de l'information. On discute avec énormément de médias, que ce soit publics ou privés, sur cette question d'avoir comme un antivirus à détection ou au moins une aide à la décision pour détecter les contenus qui buzzent, notamment sur les réseaux sociaux et qui en fait sont fake, sont faux. On a aussi comme cible des institutions publiques liées à la cybersécurité, à la défense. C'est ce que j'allais dire parce qu'en fait c'est aussi un vecteur de cyberattaque, donc ça va intéresser, j'imagine, toute l'industrie de la cyber. Alors, le résultat est assez impressionnant. Vous dites que l'outil est capable de détecter un deepfake avec un taux de précision de 98%. Comment est-ce que vous arrivez à ce taux? Alors, je vais l'expliquer déjà. C'est important de comprendre ce qu'il y a derrière ce taux. Ce taux veut dire quand on sort une voix fabriquée d'un moteur, je vais en citer un pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, c'est comme Eleven Labs, qui est l'un des leaders sur le marché, une société américaine. Quand on sort une voix fabriquée d'un tel moteur et qu'on le passe dans notre outil, dans notre technologie, il détecte à 100% que ça a été créé par un moteur et on sait aussi identifier le moteur. Par contre, ce qui se passe en fait la plupart du temps, c'est que ces voix-là, ensuite, elles sont fabriquées, elles sont modifiées, elles sont reprocessées, elles sont intégrées dans un autre audio. Et donc, c'est là que ça devient difficile. Ouais. Et c'est ça qu'on cherche à optimiser encore plus. Plus le fichier audio qui sort du moteur va être transformé, plus le taux de confiance
va descendre et on est là-dessus pour aller chercher dans l'audio et dans la voix des informations très, très pointues pour quand même réussir à donner une indication. Mais comment? Donnez-nous un petit indice technologique quand même. Alors, comment ça fonctionne jusqu'à aller identifier même l'outil qui a permis de créer cette voix. En fait, il faut savoir que ces outils, déjà, ils sont sur le marché, donc on les connaît. Les IA sont de plus en plus puissantes, il faut le dire. Elles arrivent à faire des résultats et des voix, notamment de plus en plus proches de celles d'un être humain. Réaliste, merci. Par contre, si on en fait beaucoup, en volume, on se rend compte de quelque chose, même quand on écoute, nous, des contenus fabriqués avec ces voix, à grande échelle, on va dire, c'est qu'il y a des patterns, c'est qu'il y a des modèles qui se répètent. Donc ça, on sait le détecter. Elles mettent aussi, ces technologies-là de fabrication de voix artificielle, des défauts inaudibles à l'oreille humaine et des défauts dans l'audio que nous, on sait aller rechercher grâce au savoir-faire ancestral, j'allais dire, qui est à l'IRCAM et dans les équipes d'IRCAM Amplify, parce qu'on a vraiment des chercheurs et des ingénieurs très pointus sur la voix. Donc c'est un croisement d'analyse de et pour retrouver ces patterns, donc vous utilisez vous-même l'IA, j'imagine. Ah oui, c'est l'IA contre l'IA. On me dit souvent ça. C'est un peu Blade Runner, c'est vrai. Merci beaucoup Nathalie Birochot pour vos explications. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice et PDG d'IRCAM Amplify. Merci. Merci. Pour notre grand rendez-vous cyber aujourd'hui, j'ai convié en plateau Garance Mathias. Bonjour Garance. Bonjour Delphine. Vous êtes avocate, fondatrice, dirigeante de Mathias Avocats. C'est un cabinet dont les activités principales sont la cybersécurité, le droit du numérique et la conformité. À vos côtés, Jérôme Billois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Associé au sein du cabinet Wavestone sur la cybersécurité et la confiance numérique. Et je précise, vous êtes également administrateur du Clusif. Alors, on va commencer, puisqu'on va faire un petit tour d'horizon des grandes actualités dans ce domaine de la cyber, par le projet de loi français dont le nom est relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité et dont l'objectif est de transposer véritablement 3 directives européennes. La directive REC sur la résilience des entités critiques, la directive NIS 2 dont on a beaucoup parlé, qui étend en fait la responsabilité cyber à davantage d'organisations, et le règlement DORA qui va, alors là on va avoir un débat spécifique là-dessus, qui va un peu changer le camp de la responsabilité sur la protection de nos outils numériques. Ce projet, il va être porté par Clara Chapas. Qu'est-ce que vous en attendez? Et j'ai envie de dire, est-ce que le retard pris, parce qu'on est déjà un petit peu en retard sur ce texte, vous inquiète? Qui veut commencer? Jérôme. Alors, sur le retard, il faut voir que le retard est relatif à l'échelle européenne. Il y a aujourd'hui très peu de textes qui ont été validés dans chacun des pays, parce que la directive doit être déclinée dans chacun des pays. Par contre, c'est vrai que ça crée un peu un espèce de faux départ. Il y a énormément d'attentes aujourd'hui dans toutes les filières cybersécurité. Les responsables cybersécurité regardent ce sujet et se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? La directive pose un cadre qui est très intéressant et qui, je pense, va dans le bon sens. Mais par contre, on manque aujourd'hui des détails sur la manière dont on va réellement devoir modifier les règles de sécurité sur le terrain. Et ça crée beaucoup d'incertitudes pour créer les budgets 2025 et pour pouvoir être en action rapidement. Et je pense qu'il faut vraiment que ça débouche vite maintenant pour qu'on puisse attaquer le travail. Et qu'est-ce qu'on en attend? Alors, est-ce qu'on en attend des textes très rigoureux, un assouplissement, au contraire, par rapport à ce qui est pensé au niveau européen? Alors, effectivement, ce sont des textes qui sont ambitieux. Je rejoins ce que vient de dire Jérôme. Il y a des attentes actuellement, des attentes qui sont très très fortes de la communauté, de tous les secteurs industriels. Parce qu'encore une fois, ces textes ont une philosophie commune. C'est mettre un niveau de sécurité, de cybersécurité élevé pour l'ensemble des organismes, secteur privé, secteur public. Donc on voit l'ambition. On voit l'ambition, on voit sur le terrain beaucoup de questions. Beaucoup, effectivement, des questions, on va dire, positives. Mais comment je vais faire pour notifier? Comment je vais faire, effectivement, pour adapter ce texte qui aurait dû être transposé, effectivement, le 17 octobre dernier? Ce retard, il est classique. Mais il faut, effectivement, qu'actuellement, on ait un cadre pour que les entreprises, les administrations, les collectivités puissent se mettre en conformité. Et l'ANSSI a dit, on se donne au moins 3 ans, plus de 3 ans, de toute façon, pour commencer à surveiller les applications dans les organisations. Ça veut dire que ça va être complexe quand même à mettre en œuvre. Je pense que c'est sage d'avoir ce type de délai, parce qu'en fait, il faut voir qu'il y a 2 grands
types d'entreprises ou d'organisations publiques qui vont être soumises. Il y a les très grandes, qui étaient déjà en partie régulées, où finalement les exigences vont élargir très largement ce qui doit être sécurisé. Donc ça couvre l'ensemble du système d'information et tous ses composants. Dans une entreprise qui a plusieurs centaines de milliers d'ordinateurs, plusieurs dizaines de milliers de serveurs, c'est des choses qui ne peuvent pas être faites instantanément en une semaine. Et d'autre part, on a tout le reste de l'écosystème, on parle de 15 000 sociétés qui vont devoir être soumises, sans compter tous les organismes publics, qui eux, on le sait, ont un niveau de sécurité qui est souvent très faible, et donc il faut qu'ils attaquent, il faut qu'ils démarrent le sujet. Et donc va se poser cette question générale du délai et aussi des capacités à disposition sur le marché pour pouvoir réaliser les actions. Parce qu'on sait, on manque de bras en cybersécurité, tout le monde va vouloir recruter. On manque pas d'offres logicielles pourtant. D'offres logicielles, non, ça c'est sûr. Mais par contre, un logiciel, c'est bien. Et ce qu'il ne faut surtout pas, et ça j'attire l'attention parce qu'on l'avait vu sur le RGPD, le fameux règlement sur les données personnelles, qu'on soit dans une espèce d'achat frénétique de solutions logicielles qui disent si vous cliquez là et que vous achetez ça, vous êtes conforme. Ça n'est pas ça. Le cœur même de tous ces textes, c'est de dire quels sont les risques de la structure, comment je vais les gérer, et qu'est-ce que je dois sécuriser. Et finalement, l'achat de logiciels ou de solutions matérielles, oui, il faudra certainement en faire, mais c'est la fin du cycle. C'est certainement pas le début. Bon, c'est les éditeurs qui vont être contents en vous écoutant. Garance, quels sont les points de vigilance peut-être et les complexités là qu'il va falloir aborder rapidement? Alors, je disais effectivement de la maturité. Ouais. La maturité pour les entreprises, qui est très difficile à avoir sur ce secteur qui est complexe. Qui est complexe puisqu'en fait, si on prend le texte de la transposition, il y a 3 textes. Oui. 3 textes qui vont peut-être tous dans le même sens, renforcement de la cybersécurité, mais qui n'ont pas les mêmes cibles. DORA, c'est le secteur financier. Donc un secteur, on va dire, spécifique, qui connaît déjà la réglementation, puisque dans le secteur financier, il y a déjà un ADN, on va dire, de conformité, un ADN de contrôle interne. Donc, il y a, on va dire, déjà une certaine maturité dans l'approche cybersécurité. Je ne dis pas que les obligations ne vont pas être renforcées avec la chaîne des prestataires, avec effectivement une volonté de gouvernance accrue, de gestion du risque. Donc, c'est le texte, on va dire, DORA. Il y a le texte, effectivement, NIS 2. Là, l'ambition, je viens de le dire, est extrêmement vaste, puisque c'est les organismes publics, privés, avec différentes catégories, et certaines entreprises qui étaient déjà concernées par NIS 1 et qui se retrouvent déjà un peu plus avancées que des collectivités. Et on sait qu'il y a peu de moyens dans les collectivités. Enfin, les débats actuellement sur la loi de finances se font écho sur la capacité des collectivités. Donc, on est dans une disparité avec une ambition très forte. Les cyberattaques, on en entend parler tous les jours. Donc, une volonté, effectivement, de renforcer les infrastructures. NIS 2, d'accompagnement, de gouvernance, de gestion du risque, de couvrir aussi les systèmes d'information. Mais qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier, très vite, parce qu'on va passer à notre autre sujet après, qu'est-ce que vous allez surveiller en particulier là, dans le projet de loi qui va être présenté ? Alors déjà, il va y avoir la fameuse commission des sanctions. Alors je commence peut-être par les sanctions, mais effectivement, tout texte en droit, il va y avoir des sanctions. Ouais. Il y a donc qui va être soumis à ces sanctions. Le débat parlementaire va être très intéressant. On commence par le Sénat, effectivement, qui va être soumis par les sanctions. Il y a aussi les délais. Alors, la directive fixe des délais de notification de vulnérabilité significative. On est sur des textes techniques. Déjà là, en abordant avec Jérôme, on voit que c'est très technique. Ouais. Donc, quels sont les délais? Quelles sont effectivement les attentes quand on notifie, par exemple, à l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information? On a déjà un instrument qui est utile. C'est que le 17 octobre dernier, il y a un acte d'exécution qui a été pris au niveau de la Commission européenne. Cet acte d'exécution, on va dire que c'est, pour faire un parallèle, ça va être un petit peu toutes les bonnes mesures à mettre en place communes à l'ensemble des États membres, ça c'est important, hein, en matière de sécurité et de cybersécurité. Donc ça va être un petit peu un guide pratique. Donc ces enjeux sont là. Les délais, la transposition, comment on va gérer au quotidien. Il y a cette attente. Et les sanctions. Et les sanctions. Qui sera concerné? Qui sera concerné. Allez, on passe au deuxième sujet, c'est le Cyber Resilience Act, le CRA. C'est moche comme acronyme, mais bon. Alors, on va voir justement si ça, c'est enfin une bonne nouvelle, avec un partage de responsabilités qui pourrait devenir équitable, puisqu'on nous dit, alors c'est quand même un enjeu assez majeur, hein, que cette loi va renforcer la cybersécurité des produits connectés dans son ensemble.
Donc ça veut dire que tout le monde va devoir participer à cet effort cyber. Oui, et c'est une excellente nouvelle. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le monde du numérique, il n'est pas sécurisé par défaut. Quand on achète quelque chose, ça n'est pas sécurisé. Si je devais faire une analogie, on se souvient peut-être pour certains auditeurs de l'automobile dans les années 1960-1970, les ceintures de sécurité étaient une option. On les faisait ajouter dans la voiture. Il fallait ramener sa voiture au garage, commander une pièce. Mais aujourd'hui, la cybersécurité, c'est ça. On vous achète un système numérique et après, il faut rajouter de la sécurité dessus, dedans, avec des experts, et puis ça prend du temps, etc. Là, l'enjeu, c'est comme dans les voitures d'aujourd'hui, demain, on va aller dans des grands magasins, acheter des équipements numériques, on aura la ceinture de sécurité, on aura l'airbag, on aura l'ABS, il y aura le minimum. Que ce soit du logiciel ou du matériel, il devra être cybersécurisé avec par un défaut niveau de base en amont. Et des principes très sains, finalement, de responsabilisation aussi de ceux qui fabriquent vis-à-vis de C'est faisable, ça ? La faisabilité d'un tel projet, ça semble énorme. Alors, c'est important, effectivement. Ce texte s'inscrit dans la chaîne de NIS, de REG, de DORA, de tous ces acronymes qui vont effectivement dans « je renforce ce niveau élevé de cybersécurité ». Il ne faut pas oublier que l'Union européenne s'adresse aussi à nous, consommateurs. Donc c'est très important. La domotique, on en a partout, des objets connectés, ils sont avec nous tous les jours. Donc c'était important que ce texte existe. Ce texte couvre aussi l'ensemble, éditeurs, distributeurs, importateurs. C'est très important ce point-là. C'est-à-dire que même si je suis éditeur de logiciels en dehors de l'Union européenne, je vais devoir respecter les dispositions du CRA. J'ai un petit peu de temps pour mettre en place. Publication très récente, des délais. Alors des délais qui vont devoir s'appliquer aussi dès la R&D. C'est ça aussi cette ambition forte. Jérôme dès les premiers développements du produit. Oui, dès le développement du produit, dès sa commercialisation avec des labels qualité. Donc on revient sur la qualité, sur effectivement des exigences qui vont rassurer le consommateur. Et toujours pareil, avec s'il y a des non-conformités, des sanctions, des détections, des reportings. On est sur le Comment même on fait pour schéma. Vérifier ça ? Parce que j'ai titré les défis à relever, mais ça en est un. Oui. Comment on évalue qu'un produit a bien été sécurisé en amont ? Alors justement, il y a tout un mécanisme d'évaluation qu'on a un référentiel de règles à respecter. Pour les produits les plus standards, ça va être une auto-certification de ceux qui les fabriquent, comme c'est la plupart du temps déjà le cas pour le label CE. Il y a un certain nombre de choses où c'est celui qui construit qui va lui-même vérifier, ce qui va nécessiter dans beaucoup d'entreprises de créer des nouvelles fonctions. Il y a un nouveau poste qui va arriver, c'est le Product Security Officer, en anglais, en français, le responsable de la sécurité des produits, qui va justement certainement être aussi rattaché à l'équipe du responsable cybersécurité. Ça va devenir une des nouvelles branches des responsables cybersécurité pour ceux qui fabriquent des produits ou du logiciel. Et donc voilà, ça c'est pour l'auto-certification. Mais on va l'évaluer en fonction des types d'attaques qui circulent aujourd'hui. Ça qu'il faudra mettre à jour sans arrêt ? Non, voilà. Il y a juste une autre phase d'évaluation qui va être par des organismes tiers pour les équipements les plus sensibles, pour s'assurer qu'on a un organisme indépendant qui va vérifier la sécurité. Et oui, le niveau, alors c'est plutôt des fonctions, des principes qui sont évalués. Est-ce que justement il y a la capacité à corriger des vulnérabilités, si elles sont détectées, etc. Et c'est ça qui est bien, parce que si on disait il faut être à ce niveau de sécurité là aujourd'hui, on sait bien que dans 2 ans, le niveau il aura complètement changé. Les cybercriminels ne nous attendent pas pour faire évoluer leurs pratiques. Et donc c'est bien parce que ce qui est demandé dans le texte, c'est des principes de veille, de surveillance, de mise à jour, de réflexion sur la sécurité dans le temps, plus que vous devez cocher 3 cases le jour J. Et là, d'un point de vue juridique, c'est le point de la sanction aussi qui va être intéressant à surveiller. Très intéressant. Encore une fois. C'est le bâton. Alors effectivement, droit égal souvent sanction, même quasiment c'est le bâton pour que ce soit appliqué. C'est aussi une finalité pédagogique très importante aussi, ces sanctions, des amendes sur le chiffre annuel mondial, mais aussi si jamais les contrôles, pour revenir sur les certifications ou les normes, on va dire CE, ne sont pas respectés, une interdiction sur le marché, de mise sur le marché, ou un retrait. Donc il faut aussi se rendre compte de l'efficacité d'une telle sanction. Il faudra voir si on arrive jusqu'à ce niveau-là de sanction sur l'application. Ça en fait partie. Ça en fait partie des... Allez, on passe à notre autre sujet. Donc, on a dépassé les 1000 jours de conflit en Ukraine. Je voulais faire un petit point sur le front cyber, Jérôme.
Oui, effectivement, le conflit en Ukraine a toutes les dimensions d'un conflit malheureusement moderne, avec une forte partie dans le numérique. On l'a vu dès le départ du conflit, avec beaucoup d'attaques numériques qui se sont continuées dans la durée, avec peut-être une chance, je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là, mais c'est qu'elles sont très circonscrites sur le volet finalement de l'Ukraine et du fonctionnement du pays. Il y en avait beaucoup de peur au départ de débordement. Et là, on voit qu'il y a quelques débordements, qu'il y a quelques actions qui se font aussi en parallèle, avec évidemment cette histoire des câbles sous-marins endommagés, où il y a encore beaucoup de flou à l'heure où on se parle sur qui pourrait être derrière, même si évidemment le spectre de la Russie n'est pas loin. Ah bah oui, personne ne croit que ces câbles ont été coupés par accident, nous dit quand même le ministre de la Défense allemand. Il faut partir du principe qu'il s'agit d'un sabotage. Là, on parle quand même de 2 câbles sous-marins qui ont été endommagés. Du côté, un câble qui relie l'Allemagne et la Finlande et l'autre, la Suède à la Lituanie. Donc, est-ce qu'on est en train de changer finalement de front cyber, peut-être moins sur... les virus, les cyberattaques classiques telles qu'on connaît, et plus vraiment sur des attaques très géostratégiques qui pourraient mener à des blackouts. Je pense que c'est une continuité. C'est une forme de continuité, c'est-à-dire que la Russie, dans le cadre de ce conflit, a vraiment une approche à 360 degrés du conflit. Ça va des opérations sur le terrain, évidemment, jusqu'à la désinformation médiatique, et le spectre numérique est entre les deux, avec évidemment, je pense que c'est vraiment une combinaison entre des attaques vraiment numériques, et je ne pense pas qu'elles vont s'arrêter, et des attaques qui touchent les infrastructures numériques, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait fonctionner l'économie, et là, la Russie envoie certainement un signal en disant, attention, on peut aussi aller déstabiliser ce volet-là. Pression supplémentaire. Alors, on termine avec le Black Friday. Je voulais juste un petit point sur est-ce qu'il y a vraiment un risque accru d'attaque, un type d'attaque peut-être spécifique Black Friday, avec des conseils de tous les deux, s'il vous plaît. Vas-y, Garance. Alors, Black Friday, on va dire, c'est pas la première année où on entend parler de attention, soyez vigilants. Je dirais que le Black Friday permet encore une fois de faire de la sensibilisation pour tout le monde. Ça, c'est très important. Il faut savoir que les cyberattaques, on en a tous les jours. On entend parler de plus en plus. Cette année, on va dire, il y a eu des fuites de données d'un volume exponentiel, y compris les IBAN, des données avec un volume de données très important. Donc, ça permet effectivement d'axer sur une vigilance par rapport aux mails, par rapport aux achats, par rapport... Oui, parce que toutes ces données personnelles dans la nature, ça permet de perfectionner les attaques, de les personnaliser encore davantage. Et oui, et on a un souci, parce que souvent on dit, attention, si on vous demande de faire quelque chose très rapidement, c'est très probablement une fraude. Et le problème du Black Friday, c'est que c'est quelques jours. Et que tout le monde insiste sur le fait qu'il faut acheter maintenant parce que c'est la bonne promo, etc. Donc là, il faut vraiment redoubler de vigilance pour ne pas tomber dans le piège. Parce que, vous allez nous faire rater des promos, là, Jérôme. Alors, je ne vous dis pas ça. Je vous dis que ce qui va arriver dans les mails, ce qui va arriver par SMS, ce qui va arriver sur les messageries type WhatsApp, etc., il faut le prendre avec un pas de recul en se disant, attention, ça, c'est quand même trop beau. Alors, il y a des très belles promotions dans le Black Friday. Pour ne pas les louper, ce qu'il faut, c'est ne pas cliquer sur les liens de ce qu'on reçoit. C'est regarder quelle marque l'envoie et aller par soi-même sur le site de la marque. Parce que de toute façon, quand vous allez arriver sur le site, il y aura la même promo si c'est une vraie promo. Par contre, si la promo n'apparaît pas sur le site ou dans votre espace client, attention. Voilà, ce sera un conseil vigilance, mais aussi peut-être recul et saisir les bonnes opportunités avec cette, avec cette démarche. Le risque, sinon, c'est d'avoir ces données bancaires dans la nature, ça peut être des risques assez graves, des usurpation d'identité, bien entendu, vol de données, des fraudes sur les comptes, qui sont des mécanismes après par rapport aux victimes qui sont dramatiques. Dramatiques, il ne faut pas oublier les conséquences. Avec des contentieux qui prennent du temps. Merci beaucoup. Donc, vigilance à tous. Merci encore, Garance Mathias et Jérôme Billois, pour vos éclairages sur ce monde cyber. Merci. Merci. On part un peu dans la nature, on va faire un focus sur le biomimétisme. C'est une manière un peu différente de penser l'innovation. On regarde ce qui se passe dans le monde biologique, dans le monde des plantes, pour trouver de nouvelles idées de création technologique. Et je suis avec Jonas Avertsson pour en parler. Il est responsable du lancement partenariat chez Bioxégie. Bonjour Jonas. Bonjour. On va commencer à s'intéresser aux serpents ensemble. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler des serpents, on va parler de leurs écailles. Plus spécifiquement,
comment elles répondent à des enjeux tribologiques et pourquoi est-ce que c'est intéressant pour des applications industrielles. Alors déjà, quand on s'intéresse aux serpents, c'est une famille qui a une très grande diversité biologique. On compte plus de 3000 espèces qu'on va retrouver dans plus ou moins tous les écosystèmes du globe. En fait, on va les retrouver dans les forêts, dans les déserts, dans les montagnes, bref, un peu partout. Et donc, de par cette grande diversité d'habitats, en fait, le serpent, il a dû s'adapter à des contraintes environnementales qui sont très variées. Et donc, pour ça, le serpent, il a un atout non négligeable qui sont ses écailles. Donc, ces écailles qui lui permettent principalement deux choses. Premièrement, de se défendre contre des agressions extérieures, mais aussi de se déplacer par ondulation. Donc, du fait de ce déplacement par ondulation, le serpent, il est soumis à des contraintes de frottement, de friction, de manière continue, quotidienne. Alors du coup, pourquoi c'est intéressant pour l'industrie ? Parce que les enjeux de frottement, de friction, de tribologie, c'est un enjeu qui est présent dans toutes les industries. On peut noter le transport, la mobilité par exemple. Et donc la question, c'est comment est-ce que le serpent, est-ce qu'il répond à ces enjeux de frottement, de friction ? En réalité, il y a plusieurs aspects de ces écailles qui lui permettent du coup de résister à ces contraintes. J'imagine que vous allez nous parler de la structure des écailles. Tout à fait, exactement. Ouais. En réalité, il y a plusieurs choses. Donc il y a l'épaisseur, il y a la souplesse, mais il y a aussi en effet la structure, la texturation et la disposition de ces écailles qui lui permettent en fait de réduire la surface de contact entre son corps et le milieu dans lequel il se déplace. D'accord. Et en réduisant la surface de contact, il va réduire les frottements et donc réduire le coefficient de friction, et ça lui demande moins d'énergie pour se déplacer. Alors du coup, est-ce qu'on peut s'en inspirer pour résoudre des enjeux de frottement dans l'industrie ? La réponse est oui. En fait, des chercheurs se sont penchés du coup sur la structure, la disposition des écailles de serpent. Et pourquoi ça les intéresse ? Parce qu'en fait, dans l'industrie, les frottements, ça représente deux enjeux. Premièrement, la réduction de l'usure. On va chercher à réduire l'usure des matériaux, l'usure des composants pour allonger la durée de vie des équipements. Mais c'est aussi la réduction de la consommation énergétique. Globalement, plus on est du frottement, et plus on dépense de l'énergie, et en plus c'est de l'énergie qui est perdue, donc voilà, ça peut toujours être amélioré. Et alors qu'est-ce qu'on a comme exemple à présenter ? Alors justement, des chercheurs se sont penchés du coup sur la structure des écailles de serpent, et ils l'ont reproduit en fait sur des surfaces métalliques par texturation de surface. En fait, aujourd'hui dans l'industrie, pour répondre aux enjeux de frottement, on fait de la lubrification liquide principalement, donc on ajoute un lubrifiant chimique. Ça pose plusieurs problèmes. Déjà, ça a un impact environnemental. Un lubrifiant chimique, ça a un impact non négligeable. Ouais. Et du coup, pour répondre à... Et aussi, le lubrifiant ne peut pas être appliqué systématiquement. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut texturer la surface d'un matériau pour conserver le même matériau et les mêmes propriétés mécaniques. Et c'est ce que, du coup, ces chercheurs ont fait. Ils ont texturé la surface d'un métal en s'inspirant des écailles de serpent. Et ce qu'on observe, c'est qu'en fait, on arrive à réduire de plus de 40% le frottement sur des surfaces texturées en comparaison à des surfaces lisses. Donc en fait, ça reprend le même principe que les écailles de serpent. On réduit à travers ce relief la surface du contact. C'est des texturations qui sont très petites. On parle de 50 micromètres de large sur 5 micromètres de relief. Et donc on réduit la surface de frottement. C'est-à-dire qu'à l'œil nu, on ne le voit pas finalement ? Tout à fait, c'est vraiment très très petit. D'accord. Et un deuxième avantage aussi de cette texturation, c'est qu'en fait on va créer un espace qui va permettre de loger en fait ce qu'on appelle les troisièmes corps. Donc c'est les résidus abrasifs, les poussières, etc. Ça aussi, ça va permettre de réduire l'abrasion. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça, c'est en conditions sèches, mais en conditions lubrifiées, on va à l'inverse venir augmenter le coefficient de friction, ce qui peut être intéressant pour certaines applications aussi. Industriel, enfin, c'est dans l'industrie en particulier que ces matériaux sont pertinents ? Tout à fait, dans tout type d'industrie, dans plein d'applications technologiques possibles. Ça peut être dans l'automobile, dans l'aéronautique, ça peut être dans tout un tas d'industries. Et voilà, c'est concrètement ce type d'innovation et d'inspiration qu'on utilise chez Bioxégie pour créer des technologies innovantes. Merci beaucoup, Jonas Adversson de Bioxégie. Puis merci à vous de nous suivre avec fidélité dans Smart Tech. Vous nous regardez sur la chaîne Be Smart for Change. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast, bien évidemment. À bientôt pour de nouvelles histoires tech.